Mo et son histoire, une émission proposée par Lanzaribook en partenariat avec Styx Radio. Aujourd'hui, dans Mo et son histoire, je vous propose de poursuivre notre épopée meldoise et de nous intéresser plus particulièrement à la Renaissance. J'ai intitulé cet épisode Mo à la Renaissance, Renaissance de Mo, point d'interrogation. Voyez-vous, Mo à la Renaissance connaît une période de relative prospérité durant 23 ans, entre 1498 et 1521 précisément. Il faut savoir qu'à cette époque, nous sommes sous le règne du roi Louis XII, puis au début du règne du roi François Ier. Alors tout d'abord, nous allons nous intéresser à Louis XII. Louis XII est un roi fondamental dans l'histoire de Meaux. Pourquoi ? Déjà parce qu'il est venu à Meaux et qu'il a rendu visite à l'évêque, Monseigneur L'Huillier, en 1498, mais il ne s'est pas contenté de faire cela. D'autres rois ont été à Meaux et ont été voir l'évêque, mais cela ne signifie pas pour autant qu'ils aient fait quelque chose pour la ville de Meaux. Alors déjà, Charles VII avait apporté à Meaux les fameux francs archers. Louis XII ne va pas s'intéresser à la partie défensive, mais à la partie législative, pour la bonne raison que la ville de Meaux, à cette époque, n'a plus besoin d'être défendue en tant que telle. La guerre est terminée, aussi bien la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre que les guerres de Bourgogne entre le Royaume de France et le duché de Bourgogne, qui s'était terminé par le rattachement de la Bourgogne à la France en 1481 sous Louis XI. Donc, durant cette période, c'est la prospérité. Qu'est-ce qu'on fait en période de prospérité ? Eh bien, on s'intéresse à la législation. Et Louis XII, en 1509, avait fait venir Thibaut Bayet, le président du Parlement de Paris, pour faire par écrit dans une grande assemblée des véritables états généraux meldois où étaient réunis la noblesse, le clergé et le tiers-état, pour décider de mettre par écrit la coutume meldoise. Il faut savoir que jusqu'en 1789, dans le royaume de France, vous aviez les pays qui étaient de droit coutumier au nord et de droit latin au sud. Le droit coutumier est un droit oral, le droit latin est un droit écrit. Mais bien l'idée de Louis XII, pour la première fois, est de mettre par écrit la coutume de la ville de Meaux, qui est une ville très importante encore à cette époque. La preuve en est la décision de Louis XII. Alors cette coutume, que contient-elle ? La coutume de Meaux, en apparence, c'est pas très original puisqu'elle valorise le droit d'aînesse, c'est-à-dire que l'héritier mâle premier de la fratrie se retrouvera avec l'ensemble de l'héritage pour éviter des dispersions comme à l'époque. C'est valable en particulier pour les nobles, et ça a été créé pour les nobles, car c'est pour éviter les dispersions et les dissensions qui ont eu lieu, ainsi que les nombreux meurtres et massacres intrafamiliaux à l'époque mérovingienne, comme je vous en avais parlé. Mais il y a une originalité de cette coutume. Et l'originalité de cette coutume, c'est justement la question
de la succession par la mère. Car si on valorise le droit d'aînesse, eh bien on devient noble si on descend d'une mère de sang noble. Ça, c'est très original. Il faut savoir qu'à l'époque médiévale, les mariages entre nobles et roturiers étaient autorisés. La question était de savoir, est-ce que c'était l'homme ou la femme qui donnait la noblesse? Traditionnellement, c'était l'homme. On l'a bien vu avec Robert le Magnifique et son épouse roturière qui ont donné naissance, et sa compagne roturière plutôt, parce que c'était même pas son épouse, qui a donné naissance à Guillaume le Conquérant, vers 1026. C'est par le père, Robert le Magnifique, que Guillaume est devenu duc de Normandie. Bien là, c'est le contraire. C'est par la mère. Mais c'est une originalité de la coutume meldoise. Alors à cette époque de prospérité, il n'y a pas que la législation auquel on peut s'intéresser. Vous avez aussi la partie religieuse. En 1516 est nommé évêque Guillaume Brissonnet, qui restera évêque jusqu'en 1534. Guillaume Brissonnet a connu beaucoup de choses à Meaux, mais nous ne parlerons pas de la période suivante qui sera abordée durant l'émission qui suivra celle-ci. Mais en réalité, ce qui est intéressant de souligner, c'est que vous avez Guillaume Brissonnet qui va recevoir la reine Claude de France, l'épouse de François Ier, en 1520, et en 1521, alors là c'est véritablement très intéressant, Meaux apparaît comme au cœur du mouvement humaniste. Décidément, je ne m'en sors pas avec ce téléphone. Les aléas du direct, que voulez-vous? Vous savez qu'au XVIe siècle, vous avez un mouvement qui s'appelle l'humanisme qui naît. Alors les grands humanistes, vous avez Erasme de Rotterdam, vous avez Thomas More, Erasme de Rotterdam qui écrit son chef-d'œuvre, L'éloge de la folie, Thomas More qui écrit Utopia. Et le mouvement humaniste a comme particularité la redécouverte de l'Antiquité et de mettre l'homme au cœur de ses préoccupations, indépendamment des questions religieuses. Ou du moins, l'homme et l'originalité de Meaux, justement. C'est qu'on a à Meaux ce qu'on appelle le cénacle de Meaux, ou le cercle de Meaux, où vous avez des humanistes et des évangélistes qui fondent ce mouvement, ce cercle. Il est fondé par des gens très connus, comme Jacques Lefebvre d'Étaples ou Guillaume Farel. Sous le patronage de Guillaume Brissonnet et sous la protection d'une noble, Marguerite d'Angoulême, la duchesse d'Angoulême. Vous voyez Meaux, au début de la Renaissance, est en plein renouveau, puisque les coutumes sont définies, elle a une législation solide, désormais elles sont mises par écrit, la coutume meldoise est d'ailleurs très originale, et sur le plan culturel et religieux, Meaux
est au cœur du mouvement humaniste du début de la Renaissance. Mais comme je vous l'ai dit, c'est là que le bât blesse. Ce mouvement humaniste tend vers l'évangélisme et il n'y a qu'un pas et il sera franchi vers la réforme. Et ça sera pour l'émission prochaine. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne journée. Vous pouvez retrouver mon émission, vous la retrouverez après le confinement, sur ma chaîne YouTube, Benoît Cazaère, un autre regard sur l'histoire. Cette émission vous a été présentée par Lanzari Book en partenariat avec Styx Radio. Et je rappelle que cette émission est destinée à toute la famille, aux parents comme aux enfants. À très bientôt. Au revoir.